Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir le premier chapitre d'économie de l'année. C'est le premier des trois chapitres qui implique la notion de croissance économique. Donc c'est un chapitre important pour bien acquérir les bases, on va voir ça tout de suite. Donc le titre du chapitre c'est quelles sont les sources de la croissance économique. Pour le voir, on va partir de la notion de PIB avant de voir le lien qu'il y a entre le PIB et la croissance. Et puis on étudiera les différentes causes possibles, les différentes origines possibles de la croissance économique. Alors on commence par s'intéresser au PIB. J'insiste sur l'importance de cette notion-là, puisque vous allez la retrouver dans un certain nombre de documents. Il est important que ça soit très très clair pour vous, qu'il y ait un certain nombre de petits calculs, de petites notions que vous soyez capable de faire. Et donc la question centrale qu'on va se poser derrière ça, c'est est-ce que le PIB, c'est un bon indicateur de richesse? Alors avant tout, il faut qu'on se pose la question de savoir ce que mesure le PIB. Et le PIB, donc, c'est un instrument qui mesure l'activité économique et ça mesure la valeur monétaire des biens et services produits pendant un an sur le territoire d'un pays. Alors, c'est une définition un petit peu longue, on va l'éclaircir un petit peu. D'une part, le mot produit indique que c'est le résultat d'une production de biens et de services, donc c'est la somme de la valeur de tous les biens et des services. Le deuxième mot, intérieur, indique un critère de territorialité, c'est à l'intérieur des frontières d'un pays, quelle que soit la nationalité des agents économiques qui ont produit cette richesse-là. C'est-à-dire que par exemple, dans le PIB de la France, on a la richesse produite par les travailleurs luxembourgeois, suisses, allemands, etc., etc. En revanche, qu'un Français à l'étranger ne produira la richesse qu'il produira ne sera pas comptée dans le produit intérieur brut. Ça s'oppose à un critère de nationalité, on verra un peu plus loin comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre. Enfin, le mot brut, c'est une convention, on va le retrouver un petit peu plus loin dans le chapitre, mais ça veut dire que cette richesse, il y a une partie de cette richesse qui a été produite pour remplacer une dégradation de bâtiments, une dégradation de capital plus largement, et donc le mot brut s'oppose au net en disant que voilà, c'est une richesse dont une partie a servi à remplacer des choses usées. Alors, maintenant, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on mesure le PIB, comment est-ce que, par exemple, les statisticiens de l'INSEE vont le mesurer. On distingue habituellement une production marchande, vendue sur un marché, et une production non marchande. Alors, la définition de la production non marchande, c'est une production qui est vendue, enfin, qui est fournie à titre gratuit ou vendue à un prix qui couvre moins de la moitié des coûts de production. Dans ces cas-là, on va se retrouver avec des difficultés. Donc, le PIB, donc c'est à la base le PIB marchand, c'est-à-dire que PIB marchand, c'est assez facile de calculer puisque il suffit de faire la somme des valeurs ajoutées marchandes. Je vous rappelle qu'une entreprise, on calcule son chiffre d'affaires en multipliant les prix par les quantités vendues. Mais que dans ce chiffre d'affaires, il y a une partie de la richesse qui n'a pas été produite par l'entreprise, puisqu'elle a consisté en des consommations intermédiaires qui ont été achetées à d'autres entreprises. Donc si on veut compter une fois et une seule la richesse produite par chaque entreprise, il faut se baser sur la notion de valeur ajoutée, qui mesure effectivement la richesse créée par une entreprise. Donc le PIB marchand, c'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises marchandes. Pour la production non marchande, on n'a pas un tel indicateur tel que la valeur ajoutée. Alors comment est-ce qu'on va l'évaluer? On va évaluer le PIB non marchand au coût de production, c'est-à-dire, par exemple, si on prend un lycée, euh, pour calculer la richesse produite par le lycée, on va faire la somme des coûts de production, c'est-à-dire les salaires des enseignants, des personnels administratifs, et puis les coûts liés au bâtiment. Donc le PIB, au final, c'est la somme du PIB marchand et du PIB non marchand. Euh, Ensuite, on peut se demander quel est l'intérêt du PIB. Alors, à quoi sert cet indicateur? Pourquoi est-ce qu'il est si important aujourd'hui? Il faut, en fait, pour bien comprendre l'intérêt du PIB, repartir de son origine. Il a été créé en 1934 par un économiste qui s'appelle Simon Kuznets. Et en 1934, les pays étaient touchés par la plupart des pays occidentaux, étaient encore en pleine conséquence de la crise de 29 et avaient du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à sortir de cette crise-là. Et dans ses travaux, Simon Kuznets a mis au point un indicateur, donc le produit intérieur brut, permettant d'avoir une autre vision, une
une vision un petit peu plus complète de la situation d'une économie. Euh, je voudrais d'abord commencer par un point, c'est que l'avantage du PIB à la base, eh ben, c'est que le PIB est exprimé en unité monétaire, c'est-à-dire qu'on a un chiffre unique pour l'ensemble des biens et des services produits. C'est-à-dire que si à la base vous vous intéressez au résultat d'une production, vous pourriez associer, enfin compter par exemple, les tonnes d'acier, les oranges produites, les services rendus, etc., etc. Mais vous auriez une série de chiffres qui n'auraient pas beaucoup de sens. Là, avec le PIB, vous disposez d'un chiffre unique pour la valeur de l'ensemble des biens et des services produits dans une économie. Deuxième intérêt du PIB, c'est qu'il est calculé de manière similaire pour tous les pays, et puis il a une certaine stabilité dans le temps, et donc ça permet de faire à la fois des comparaisons dans l'espace et à la fois des comparaisons dans le temps. Si on va un peu plus loin, on se rend compte que le PIB mesure à la base la production d'un pays, mais on a une égalité fondamentale, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est que la production d'un pays, ça est égal aux revenus qui vont être distribués dans ce pays, que ce soit en salaire, en profit pour les entreprises ou bien en impôts pour les pouvoirs publics. Et c'est également la même chose que les dépenses qui ont été effectuées dans un pays. Donc PIB égale production, égale revenu, égale dépenses. Enfin, comme c'est un indicateur de la taille d'une économie, c'est utilisé comme point de repère dans un certain nombre de calculs. Par exemple, on évalue le poids des dépenses publiques dans le PIB en faisant dépenses publiques divisées par PIB. Pour la France, on obtient par exemple 55% du PIB. Euh, donc voilà, intérêt du PIB multiple, notamment par le fait qu'il soit utilisé à l'heure actuelle, c'est un indicateur incontournable de la santé, de la taille d'une économie. Malgré tout, pour pouvoir l'utiliser correctement, on est obligé de faire certains ajustements. Alors j'insiste sur cette partie parce que ça va être des ajustements que vous allez trouver dans les documents qui vont vous être proposés pour le baccalauréat. Et donc c'est des choses que je voudrais que vous reteniez et que vous compreniez bien. Premier ajustement, c'est si on veut passer du critère de territorialité, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières d'un pays, au critère de nationalité, c'est-à-dire les agents français, où qu'ils vivent, ou les entreprises françaises, où qu'elles soient implantées, eh ben, il faut passer du critère du PIB au PNB, produit national brut, par exemple. Généralement, les deux sont environ équivalents, c'est-à-dire que voilà, ça se compense. Mais pour certains pays, comme le Luxembourg ou l'Irlande, eh ben, on peut avoir des écarts entre 10 et 30%. Pour passer du PIB au PNB, donc on ajoute au PIB les revenus qui vont être reçus depuis l'étranger par des travailleurs de nationalité française ou des actions possédées par les entreprises françaises d'entreprises étrangères. Et on va inversement verser des revenus à l'étranger, donc notamment les travailleurs étrangers en France. Et donc en faisant cette opération, on passe du PIB au PNB. Ensuite, alors, je vous avais dit tout à l'heure que le PIB était exprimé dans une unité monétaire. Mais contrairement au mètre ou contrairement au kilo, le kilo, quelle que soit la période à laquelle vous mesurez, vous pesiez quelque chose, eh ben, il vaudra toujours ça sera toujours la même chose. Mais l'euro, sa valeur varie en fonction du temps, et notamment, c'est l'inflation qui fait varier l'évolution du niveau général des prix, qui va faire varier la valeur du PIB. Aussi, par exemple, si vous aviez un PIB, on imagine, de 2000 milliards d'euros en 2000 et de 2000 milliards d'euros en 2010, eh ben, ça n'aura pas la même valeur parce que entre 2000 et 2010, les prix auront augmenté. Et donc, il faut corriger le PIB en divisant par l'évolution du niveau général des prix. Donc, à la base, si vous mesurez une année donnée le PIB, vous allez obtenir un PIB qui est dit en valeur, ou bien en euros courants, ou bien en valeur nominale. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas utiliser brut pour faire des comparaisons dans le temps. Donc, on corrige par l'inflation et on obtient un PIB en volume, en euros constants ou en valeur réelle. Et donc, quand vous trouvez ça sur un document, ça veut dire que cette correction a été effectuée. Donc c'est quelque chose, quand vous présentez un document, vous devez bien préciser qu'on a tenu compte de l'évolution générale des prix quand on a un PIB en volume.
Quand on compare le PIB de 2 pays, eh ben, il va falloir faire un double ajustement. D'une part, tenir compte d'un niveau d'inflation qui n'est pas le même, comme on vient de le voir, mais en plus tenir compte d'un taux de change qui n'est pas le même, parce qu'un euro, par exemple, n'est pas égal à un dollar. Généralement, les comparaisons internationales se font à dollar, mais on exprime ça en parité de pouvoir d'achat. Vous n'avez pas à savoir comment on passe de l'un à l'autre, mais vous devez juste retenir que la parité de pouvoir d'achat, c'est que ça permet d'exprimer dans la même unité et en tenant compte des différences de prix entre les pays. Voilà. Enfin, dernier rajustement à faire quand on utilise le PIB, c'est généralement qu'il faut tenir compte de la taille de la population. En effet, si on regarde par exemple le PIB des différents pays, on se rend compte que le pays qui a le plus grand PIB, c'est la Chine, puisque le PIB est de 23 000 milliards de dollars, pardon. Mais ça s'explique en partie par la taille importante de la population chinoise, 1 milliard de personnes. Quand on veut faire des comparaisons internationales, on va faire des comparaisons de revenu national brut. Alors, revenu national brut, je vous rappelle que on a d'une part effectué une correction en tenant compte du critère de nationalité, non plus du critère de territorialité. Et puis je vous rappelle que comme le revenu est égal à la production, RNB c'est égal au PNB, donc voilà. Donc, on estime le niveau de vie moyen par habitant en divisant le PNB, ou le RNB, c'est la même chose, par la taille de la population. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, la Chine, qui a le pays au plus grand PIB, va se retrouver au 78e rang mondial en termes de RNB par habitant, en termes de niveau de vie moyen. Au contraire, on constate que le Qatar, qui était le 50e pays en termes de PIB, se retrouve premier en termes de RNB par habitant. Donc voilà, le PIB, c'est un indicateur très utilisé, très significatif, qui est utilisé pour des comparaisons internationales ou dans des comparaisons dans le temps. Pour autant, c'est un indicateur qui n'est pas parfait, qui a des limites, qui ont été fortement soulignées ces derniers temps, notamment suite à la crise des subprimes. D'une part, le PIB ne comptabilise pas toutes les activités réalisées dans un pays. Les statisticiens de l'INSEE, pour calculer le PIB, vont faire sonder un certain nombre d'entreprises et ces entreprises déclarent leur valeur ajoutée des activités légales et c'est des activités évaluées monétairement. Mais ces distinctions-là font qu'il y a toute une partie qui sont illégales, qui ne sont pas évaluées monétairement et donc qui ne vont pas être comptées. Alors, d'une part, on a l'économie souterraine. L'économie souterraine, c'est l'économie illégale, trafic de drogue, ou non déclarée, c'est-à-dire évasion fiscale, par exemple. Si on comptait cette économie souterraine, ça augmenterait de 10% le PIB de la France et de 20% celui de l'Italie. Deuxième point, c'est que le travail domestique n'est pas comptabilisé puisque c'est une activité qui n'est pas évaluée monétairement. Le travail domestique est réalisé aux 2 tiers par les femmes, bon, c'est une source d'inégalité, et l'INSEE a fait plusieurs études montrant que le PIB de la France, si on comptait ce travail domestique, augmenterait de 25%, voire dans d'autres études d'environ 33%. Vous avez à ce propos une citation célèbre d'un économiste qui s'appelle Alfred Sauvy, qui dit «Épousez votre femme de ménage et vous ferez baisser le PIB». Alors c'est une remarque un petit peu sexiste, mais concrètement, si vous avez une femme de ménage, c'est un travail déclaré qui est évalué monétairement, c'est un service qu'elle va vous rendre, et donc ça va rentrer dans le PIB. Mais si jamais vous l'épousez, elle va faire le même service, mais de manière non monétaire, il n'y aura plus de transactions financières, et donc ça sera plus comptabilisé dans le PIB et le PIB va baisser. Donc première limite, ça comptabilise pas toutes les activités. Deuxième limite, c'est que le PIB ne dit rien sur les inégalités. Par exemple, le RNB par habitant, c'est une moyenne, mais ça ne dit pas que une petite partie de la population peut posséder une très très grande partie des richesses. Et donc, ça ne dit rien des inégalités dans le pays.
Deuxième limite, c'est que le PIB ne dit rien sur le bonheur. Alors vous avez la phrase célèbre l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, vous avez le paradoxe d'Esterlin qui montre que globalement, en dessous d'un certain niveau de vie, eh ben, il y a un lien entre bon, PIB, richesse et bonheur. Mais au-delà d'un certain minimum vital ou d'un revenu un peu confortable, eh ben, toute augmentation des richesses vous fera pas plus riche. C'est pas parce que vous êtes 2 fois ou 3 fois plus riche que vous serez 2 ou 3 fois plus heureux. Enfin, ça évalue mal l'impact de la croissance sur l'environnement. Alors, d'une part, ça ne tient pas compte des externalités. Les externalités, c'est les conséquences négatives d'une transaction sur un marché sans que ça rentre en compte dans le prix de marché. Par exemple, la pollution n'apparaît pas dans le PIB. Et puis, ça ne voit pas l'épuisement des ressources naturelles. Ça, c'est quelque chose qu'on reverra dans le chapitre sur l'environnement. Mais en tout cas, ça ne tient pas compte de la dégradation de l'environnement, pas de la pollution, etc., etc. Donc c'est un indicateur qui a un certain nombre de limites. Euh, on a un certain nombre d'économistes qui ont réfléchi sur des alternatives au PIB, et une qui rencontre un certain succès, c'est l'IDH, ou Indice de développement humain. Le but de l'IDH, c'est de considérer que la richesse ne doit pas se limiter à la richesse financière, mais doit se traduire dans un certain développement qui permette à chaque personne de mieux exprimer ses différentes capacités. Et donc, on a décidé de créer un indicateur qui regroupe à la fois alors, un niveau de vie décent. Le niveau de vie, je vous rappelle que c'est mesuré par le RNB par habitant. Donc là, on retrouve quelque chose qui a lien avec le PIB, mais deux autres aspects qui ne sont pas du tout, totalement oubliés par le PIB. D'une part, on a la longévité et la santé, qui on mesure par l'espérance de vie à la naissance, et puis l'éducation, par la durée de scolarisation. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? Eh ben, il y a chacun de ces indicateurs qui compte pour un tiers de la note finale, et puis la note finale, elle est entre 0 et 1. Plus vous êtes proche de 1 et plus votre pays est développé, plus un IDH élevé, plus c'est proche de 0, moins vous avez un IDH élevé. Donc la question qu'on se pose généralement et qu'on peut vous poser pour le bac, c'est est-ce que l'IDH est un complément du PIB? Alors, il ne faut pas dire que l'IDH complète parfaitement le PIB, hein. Il y a des points communs, d'une part, c'est que ça tient compte du revenu national brut par habitant. Je vous rappelle que le RNB, donc c'est comme le PNB, on est juste passé du critère de territorialité au critère de nationalité. Euh, Toutefois, il y a la santé et l'éducation qui ne sont pas comptés dans le PIB qui apparaissent dans l'IDH, mais attention, il y a certains trucs qui sont ni comptabilisés dans le PIB ni dans l'IDH, c'est-à-dire que l'impact sur l'environnement, le travail domestique, etc., etc., ça n'apparaît pas dans le PIB, mais ça n'apparaît pas non plus dans l'IDH. Ça permet d'ajuster tout ça, le classement des pays, c'est pas tout à fait le même en fonction du PIB et de l'IDH. Par exemple, le Qatar, qui est premier en termes de RNB par habitant, est 25e en termes d'IDH. Vous voyez pareil que la Chine, qui a le PIB au monde le plus élevé, est 90e en termes d'IDH. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question au baccalauréat à propos de cette partie-là? Eh ben, on peut, bon, deux types de questions. Présenter deux limites dans l'utilisation du PIB comme indicateur de croissance économique. Bon, ça, je vous propose ça ne comptabilise pas tout, et puis ça dit rien sur la dégradation de l'environnement ou les inégalités. Et puis, le PIB est-il un bon indicateur de richesse en dissertation? Un plan classique, ça serait de dire oui, parce que ça permet de comparer dans le temps, dans l'espace, ça indique un certain nombre de choses sur les pays et sur la situation économique d'un pays. Et puis non, parce que d'une part, ça comptabilise pas tout, et qu'on essaye de trouver d'autres manières de mesurer la situation d'un pays. Une fois qu'on a vu le PIB, eh ben, on peut arriver au cœur de notre chapitre. Le cœur de notre chapitre, c'est sur la croissance économique. Et bon, à la base, il y a un lien entre le PIB et la croissance, sinon je n'aurais pas fait tout ce développement-là. Qu'est-ce que c'est la croissance économique? La croissance économique, c'est l'accroissement durable du volume de production sur long terme. Alors on retrouve notre notion de volume de production et la croissance économique. Vous voyez bien que si la production augmente, eh ben, par notre égalité, les revenus vont augmenter et donc les dépenses vont augmenter. La croissance économique, c'est un phénomène de long terme. Alors, dans le prochain chapitre, on étudiera plutôt l'expansion et les fluctuations économiques, c'est-à-dire des phénomènes plutôt de court terme. Là, dans ce chapitre-là, on se concentre réellement sur la croissance à long terme.
Alors, la croissance, c'est le taux de croissance. Quand on vous dit la croissance en France en 2013 a été de X%, eh ben, ça veut dire qu'on a calculé le taux de variation du PIB d'une année sur l'autre. Par exemple, le taux de croissance de 2010, c'est le PIB de 2011 moins le PIB de 2010, le tout divisé par le PIB de 2010 fois 100, et on a un résultat en pourcent. Alors, attention, ça c'est un énorme, énorme, énorme piège, c'est qu'il ne faut pas du tout confondre PIB et croissance. Ce n'est pas la même unité à la base. Si vous avez des milliards d'euros, c'est le PIB. Par exemple, une estimation du PIB de la France, c'est environ 2000 milliards d'euros. En revanche, le taux de croissance est exprimé en pourcent du PIB. Le taux de croissance de la France, en 2016, il est estimé à environ 1,3% du PIB. Donc ne pas confondre 1,3% du PIB, c'est-à-dire 40, 50 milliards d'euros, avec le PIB en tant que tel, qui est de 2100 milliards d'euros. D'autre part, il va falloir faire attention à la formulation des chiffres. Alors, quand on parle de croissance, du taux de croissance au sens strict, c'est d'une année sur l'autre. Par exemple, le taux de croissance du PIB en 2010 était de X%. Mais si jamais on calcule un taux de variation du PIB entre deux années qui ne sont pas consécutives, par exemple entre 1950 et 1970, à ce moment-là, vous ne pouvez plus parler d'un taux de croissance. Vous allez juste pouvoir dire que le PIB a augmenté de X% entre telle date et telle date. Mais c'est à ce moment-là plus un taux de croissance faisant strict. Quand on veut faire des comparaisons sur long terme, généralement, ce qu'on utilise, c'est un taux de croissance annuel moyen, TCAM. Et dans ce cas-là, c'est une formule mathématique un petit peu complexe qu'on ne vous demande pas de savoir, mais en tout cas, vous ne devez pas vous planter sur la formulation. Si vous avez un taux de croissance annuel moyen, à vous de bien le repérer dans les documents. Et ben, ça veut dire que, par exemple, entre 1950 et 1970, la croissance a augmenté de 5% par an en moyenne. Maintenant, si on s'intéresse à l'évolution de la croissance à long terme, on rentre un peu plus en détail, bon, quelques grandes tendances. D'une part, on regarde le PIB par habitant moyen mondial. Vous voyez que c'est en dollars de 1990, donc on a bien corrigé par l'évolution des prix. Et ben, on s'aperçoit que pendant, on va dire, 1800 ans, le taux de croissance a été relativement faible, le PIB augmentait faiblement. Et puis soudain, on passe à une croissance exponentielle. Le point d'inflexion que vous voyez ici, eh ben, ça correspond à la révolution industrielle et qui correspond à une période où la production augmente de façon exponentielle. Si on regarde maintenant la période plutôt récente, alors là, vous trouvez des taux de croissance annuels moyens et des taux de croissance. Donc vous voyez que la courbe bleue, ça vous indique chaque année de combien a varié le PIB d'une année sur l'autre, par exemple de 8,5% en 1950, de 3% en 1952. Et puis on calcule sur une période un taux de croissance annuel moyen, et donc c'est d'environ 5,2% entre 1950 et 1973. Vous voyez que la courbe rouge correspond au taux de croissance des 30 glorieuses, plutôt élevé, et puis que depuis, on est plutôt aux alentours de 2, 2,5%. Et donc, c'est ce que Nicolas Bavrez a appelé les 30 piteuses, pour faire référence aux 30 glorieuses de Jean Fourastier. Mais c'est un phénomène qui touche plutôt les pays occidentaux, et dans le reste du monde, cette période-là a été plutôt une période d'inversion. Si on regarde à très très long terme, eh ben on s'aperçoit que pendant des siècles, l'Asie a été, comment dire, représentée plus de 60% de la production mondiale, et que la révolution industrielle a provoqué un renversement, c'est-à-dire qu'il y a eu un basculement des puissances au profit des pays européens principalement, et puis américains à partir de 1900, et puis que là, à nouveau, on a une nouvelle inflexion avec un retour sur le devant de la scène de l'Asie. Alors si on doit résumer, on peut voir d'une part que la croissance c'est un phénomène récent, c'est-à-dire qu'avant 1800 on n'avait quasiment pas de croissance, et puis après la croissance est exponentielle. Et puis le deuxième point c'est que la croissance est un phénomène inégalement réparti. La croissance forte a été d'abord l'apanage des pays qu'on appelait développés, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, et aussi le Japon, et puis que depuis 1950 les pays émergents rattrapent leur retard et on a à nouveau un croisement de la richesse, c'est-à-dire que le PIB mondial aujourd'hui, il est à 50% par les pays développés, à 50% par le reste du monde. Dernière petite partie sur les effets de la croissance. Donc, ce que je vous disais, c'était que on a production égale revenu égale dépenses. Donc, si on a de la croissance, on a une augmentation des revenus et on a une augmentation des dépenses. Donc, là, tout le monde gagne à la croissance. C'est pour ça que c'est devenu le maître étalon de toutes les politiques économiques.
J'introduis également la courbe de Kuznets. Alors, la courbe de Kuznets, elle étudie un peu plus en détail le lien entre croissance et inégalité. Elle vous montre que d'une part, quand un pays se développe et connaît soudain une croissance forte, eh ben, dans un premier temps, ça va creuser les inégalités, en particulier parce que vous allez avoir une distinction entre les entrepreneurs, les capitalistes, ceux qui possèdent le capital et les moyens de production, qui vont s'enrichir très rapidement, pendant que les travailleurs vont s'enrichir moins vite. Et Kuznets considère qu'au-delà d'un certain niveau, il y a ensuite des phénomènes de redistribution des richesses qui réduisent les inégalités. Donc pour Kuznets, les inégalités liées à la croissance ne sont que temporaires. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser toute l'année, ça. Maintenant, arrivons au cœur de notre sujet, donc, qui est comment expliquer la croissance économique. Alors, je voudrais déjà vous définir deux, trois points. Quand on vous dit d'expliquer, vous pouvez trouver dans les sujets quelles sont les causes de la croissance, quels sont les déterminants de la croissance. Tout ça revient au même sujet. Deuxième point, je voudrais vous expliquer une différence entre endogène et exogène, qui sont des termes un peu complexes que vous allez trouver dans la suite de ce développement-là. On dit qu'un phénomène est endogène quand il est entièrement expliqué par des causes internes, ici par le comportement des agents économiques. Une cause exogène, au contraire, c'est quelque chose qui est lié à un autre phénomène, c'est-à-dire quelque chose de totalement extérieur, le climat, ou quelque chose comme ça. Donc notre problématique centrale dans cette partie-là, c'est est-ce que les économistes parviennent à expliquer l'intégralité d'un taux de croissance? Est-ce que toute la croissance économique peut être expliquée? Ou bien est-ce qu'il y a une part de la croissance économique qui échappe à l'explication? Pourquoi est-ce que c'est une question importante? Eh bien, c'est une question centrale parce que chaque pays se pose la question de comment est-ce que je peux offrir aux générations futures une croissance? Et quelles sont les décisions que je peux prendre qui vont permettre aux générations futures de bénéficier, de se situer, voilà, d'avoir plus de richesses que moi, d'avoir de meilleures conditions. Donc si vous parvenez à expliquer les causes de la croissance, vous allez pouvoir reproduire la croissance. Si vous ne parvenez pas à expliquer la croissance, eh ben, vous allez subir l'aléa de la croissance, soit vous allez avoir de la croissance, soit vous n'allez pas en avoir. Ensuite, je voudrais vous rappeler que, à la base, une entreprise, pour produire, utilise des facteurs de production, du capital et du travail. Et c'est grâce aux facteurs de production qu'on a à la fin une production de biens ou de services. Donc, à la base, on peut considérer que plus on va utiliser de facteurs de production et plus la production va augmenter. On peut imaginer, c'est un exemple contestable, mais que si par exemple vous produisiez 2000 ballons de football avec 10 machines et 10 salariés pendant une semaine, et ben, si jamais vous employez 20 machines et 20 salariés, vous allez pouvoir produire 4000 ballons de football. Et donc, au niveau d'un pays, c'est la même chose, c'est-à-dire que on explique une part de la croissance économique par l'augmentation des facteurs de production utilisés, et c'est ce qu'on appelle la croissance extensive. Donc, j'étends la quantité de facteurs de production, donc je produis plus, donc j'ai de la croissance, et c'est la croissance extensive. Alors, étudions chacun de ces facteurs de production en commençant par le capital. Comment dire donc, utiliser plus de capital, en économie, on appelle ça accumuler du capital. Et à la base, on va voir que quand vous accumulez du capital, eh ben, vous allez avoir de la croissance. Euh, le capital. Alors, très important ce terme-là, et important de bien comprendre. On va retrouver ce terme à toutes les sauces. Mais au sens strict, à la base, le capital dans un pays ou pour une entreprise, c'est le capital physique fixe. C'est-à-dire les moyens de production durables que vous allez utiliser pour produire pendant plus d'un an. C'est-à-dire des biens d'équipement, des bâtiments ou bien des logiciels. Je vous prends un exemple, c'est-à-dire que si jamais vous avez une vis, c'est pas quelque chose de durable. Une fois que c'est utilisé, c'est plus là. Mais en revanche, une perceuse ou bien une machine qui permet de visser les choses, eh ben, c'est quelque chose qui va être durable. Les bâtiments, c'est du capital physique fixe. Les usines, vous construisez une usine, vous augmentez votre capital. Alors, comment est-ce qu'on peut accumuler du capital? Eh bien, en effectuant des dépenses d'investissement. L'investissement, quand vous investissez dans des machines ou des bâtiments, vous allez accumuler du capital et donc vous allez pouvoir euh, produire plus. Les statisticiens de l'INSEE qui font de la comptabilité nationale appellent ça la formation brute de capital fixe. Alors, on va étudier chacun de ces termes. Vous retrouvez capital fixe, vous voyez que c'est le capital physique fixe
ou bien le capital, comme on l'appelle plus simplement, et quelque chose qui permet de former du capital, c'est un investissement. Pourquoi est-ce que c'est brut? C'est parce que le capital, il se dégrade. Un bâtiment se dégrade, ou bien un ordinateur, il devient obsolète ou vérolé. Et donc, de temps en temps, vous devez investir pour renouveler du capital. C'est-à-dire que si jamais vous remplacez un ordinateur ancien par un ordinateur neuf, à la fin vous aurez toujours un ordinateur, mais votre un ordinateur il sera juste plus moderne. Donc le fait que on investisse soit pour acquérir de nouveaux bâtiments ou bien pour rénover les anciens, on compte l'ensemble et c'est le capital physique fixe. Donc le mécanisme de base, c'est que vous investissez donc vous accumulez du capital, donc vous avez plus de moyens de produire, donc vous produisez plus, donc vous avez de la croissance. Qu'est-ce qui peut faire que les entreprises au niveau d'un pays, elles investissent plus? Eh ben, d'une part, vous pouvez avoir les taux d'intérêt. Quand, pour investir, généralement, il faut vous endetter auprès des banques. Et plus les banques vont vous prêter un taux d'intérêt faible, et plus vous allez avoir tendance à investir, et donc ça va stimuler la croissance. Ou bien, les investisseurs, si jamais ils ont confiance dans l'avenir, si jamais ils anticipent une demande plus importante, eh ben, ils vont aussi avoir tendance à investir. Voilà. C'est les mécanismes de base qui vont faire qu'on va avoir de la croissance. On peut aussi considérer que l'autre facteur, le facteur travail, eh ben, est source de croissance. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on va avoir une production supplémentaire? Eh ben, parce qu'on va avoir plus de facteurs travail employés à l'intérieur d'un pays. Le facteur travail, donc, c'est le nombre d'heures de travail que vous allez utiliser pour produire. C'est-à-dire votre population active occupée fois la durée moyenne du travail. Le facteur travail, c'est pas l'ensemble de la population, mais c'est l'un et l'autre sont liés. Euh, Regardez, qu'est-ce qui peut faire qu'à la fin vous avez plus de quantité de travail dans une économie? Premier point, c'est que vous avez une population totale plus importante parce que soit vous avez un baby boom par exemple, ou vous avez beaucoup d'immigration. Votre population totale augmente, donc vous avez plus de travail, donc vous avez plus de croissance. Supposons ensuite que si jamais vous travaillez plus longtemps, vous avez une population, on repousse l'âge légal de départ à la retraite. Eh ben, vous avez une population en âge de travailler qui va être plus nombreuse, et donc une quantité de travail plus importante, et donc de la croissance. Vous avez également d'autres facteurs, comme par exemple les comportements face à l'emploi. À partir des années 50, soit entre les années 50 et 70, les femmes sont rentrées massivement sur le marché du travail. Et donc toute une partie de la population qui était auparavant inactive est devenue une partie de la population qui est devenue active. Donc la quantité de travail a augmenté, donc croissance. Enfin, si vous allongez la durée du travail, on passe par exemple de 35 à 40 heures, bon, bah, vous aurez plus de travail et donc de la croissance. Donc à la base, on résume. Vous augmentez votre facteur travail ou vous augmentez votre facteur capital, donc vous avez de la croissance. C'est une explication qui a deux limites. Alors, d'une part, il y a une loi des rendements décroissants qui nous dit que si jamais vous augmentez un des deux facteurs sans augmenter l'autre, c'est-à-dire que par exemple vous investissez seulement dans le capital parce que votre population n'augmente pas, eh ben, vous allez avoir une croissance forte au départ et puis au fur et à mesure, elle va être de moins en moins importante. Et à long terme, c'est ce que nous dit David Ricardo, on arrive à un état stationnaire, c'est-à-dire un état où on n'a plus de croissance économique. Deuxième limite, c'est que quand les statisticiens et les économistes ont confronté l'explication par la croissance extensive aux chiffres qu'on obtenait, que ce soit Robert Solow pour les États-Unis ou bien les économistes Carré-Dubois et Malinvaud pour la France, eh ben, ils se sont aperçus que ça expliquait seulement 50% de la croissance extensive, c'est-à-dire l'augmentation du travail et du capital, et donc qu'il y avait un résidu de croissance qui était inexpliqué. Et donc on arrive à un besoin d'une autre cause de la croissance. Par exemple, Carré-Dubois et Malinvaud, ils montrent que pendant les 30 Glorieuses, on a un TCAM, taux de croissance annuel moyen, de 5% par an en moyenne entre 50 et 70, mais que la part qui est liée à la croissance extensive, c'est seulement 2,5% par an. Et donc le résidu, en France sur la période, il est de 2,5%. Ce que vous pouvez trouver au bac, c'est un document que vous avez ci-dessous, c'est-à-dire que vous avez une décomposition des sources de la croissance. Alors vous voyez que, attention, vous avez le PIB dans la colonne là, mais il s'agit bien de TCAM, donc un taux de croissance du PIB. Alors que ça semblerait être le PIB, c'est un résultat en pourcent, donc c'est bien un taux de croissance. Ça nous dit que
entre 85 et 2010, par exemple, les 25 dernières années, le PIB a augmenté de 1,8% par an en moyenne en France, et qu'il y a 0,7% de points de cette croissance qui sont expliqués par l'augmentation du facteur travail, et 0,2 par le facteur capital. Donc il y a un résidu de croissance qui est plus de la moitié, et donc il va nous falloir trouver euh, une autre explication. Et cette autre explication, ça va être la croissance intensive. Qu'est-ce que c'est que la croissance intensive? Eh bien, c'est le contraire de la croissance extensive, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas plus de facteurs de production, on les utilise mieux. On a une croissance plus intensive. Et pourquoi est-ce qu'on les utilise mieux? Pourquoi est-ce qu'avec autant de travail et autant de capital, on produit plus? C'est ce qu'on appelle la productivité. On est plus productif. On mesure la productivité par un indicateur qui est la productivité globale des facteurs, PGF. La PGF, alors, productivité des facteurs, donc le facteur, ça renvoie à facteur de production, capital et travail, et on parle d'une productivité globale parce qu'on n'arrive pas très bien à distinguer la part de la productivité qui est liée au travail et celle qui est liée au capital. Donc on mesure les deux en même temps. Et donc ça mesure l'efficacité de la combinaison productive du travail et du capital. Donc le résidu, c'est pour les économistes la croissance qui est provoquée par une augmentation de la PGF. Attention, ce n'est pas la PGF en tant que telle, c'est son amélioration, son augmentation qui explique la croissance. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a une croissance intensive? Qu'est-ce qui fait que la productivité globale des facteurs augmente? Eh bien, c'est parce qu'il y a du progrès technique. Alors, le progrès technique, c'est la somme de toutes les innovations. Les économistes, ils distinguent deux types de choses, une invention. Par exemple, Einstein qui découvre la théorie de la relativité, c'est une invention, c'est-à-dire de la recherche fondamentale, et c'est pas quelque chose qui intéresse les économistes, c'est du domaine de la science, du chercheur, du savant. En revanche, à partir du moment où on transforme la théorie de la relativité en une centrale nucléaire qui produit l'énergie qu'on peut vendre, ou bien en une bombe nucléaire qu'on est capable de vendre, eh ben, ça intéresse les économistes. C'est un peu cynique comme vision, mais en tout cas, une innovation, c'est l'introduction sur le marché d'une invention. Et donc, le progrès technique, c'est tout ce qui concerne l'économie. C'est la somme des innovations. Donc à la base, si vous avez de l'innovation, donc du progrès technique, ça va améliorer votre productivité globale des facteurs. Vous allez avoir de la croissance intensive. Un économiste que vous pouvez mobiliser sur le progrès technique, c'est Schumpeter. Schumpeter, donc, il est connu pour notamment sa théorie de l'innovation, et il distingue plusieurs types d'innovation. Il nous dit qu'une innovation peut être une innovation de produit, on crée un nouveau, par exemple le smartphone. On avait le téléphone portable, on le connecte à Internet, on obtient un nouveau produit. C'est une innovation. Une innovation de procédé, c'est le fait de produire la même chose de manière différente. Vous pouvez avoir également des innovations de débouchés, par exemple la vente sur Internet, ou bien de matières premières, c'est-à-dire que vous découvrez un nouveau matériau qui va vous permettre de produire d'autres choses. Donc voilà, donc si on résume, euh, la croissance, on peut l'expliquer d'une part par la croissance extensive, c'est-à-dire l'augmentation de l'emploi des facteurs travail et capital. Mais c'est une explication incomplète parce qu'on a un résidu. Donc, on explique ce résidu par le progrès technique qui permet d'augmenter la PGF, d'améliorer la PGF, et c'est ce qu'on appelle la croissance intensive. Et on obtient donc une explication quasiment totale de notre croissance en additionnant la croissance extensive et la croissance intensive. Voilà, donc on arrive à peu près à notre but. Euh, il y a un mais, il y a un petit problème. C'était par rapport à ce que je vous disais par rapport à la science. Pourquoi est-ce qu'on a des innovations à la base? Parce que il y a de la recherche, parce que il y a des scientifiques qui vont inventer des choses. Mais le progrès technique, il a tendance à tomber du ciel pour les économistes. C'est-à-dire qu'il dépend des découvertes des chercheurs et pas du domaine de l'économie. Et donc, au final, vous avez votre explication de la croissance qui tient principalement au progrès technique, mais d'un progrès technique que vous ne pouvez pas maîtriser, qui est exogène. On parle donc d'une théorie de la croissance exogène, parce qu'elle n'est pas expliquée intégralement par le comportement des agents économiques. Elle dépend en partie, et en grande partie, du comportement des scientifiques, et on peut imaginer que le jour où on n'a plus de progrès technique, eh ben, on n'aura plus de croissance. Voilà. Donc, c'était la théorie qui était valable jusqu'aux années 80, où on ne maîtrisait pas entièrement le mécanisme de la croissance.
Euh, dans les années 80, on va avoir des théoriciens qui vont dire cette théorie du progrès technique tombée du ciel, eh ben, il faut la remettre en cause. Il faut la remettre en cause et ça va être les théoriciens de la croissance endogène. Alors, les théoriciens de la croissance endogène, euh, c'est principalement des Américains, Romer, Barrow et Lucas, pardon, et qui vont essayer de voir quelles sont les conditions qui peuvent favoriser l'émergence du progrès technique. Et pour eux, il y a des comportements d'agents économiques qui peuvent provoquer le progrès technique. Et donc, à partir du moment où on peut expliquer d'où vient le progrès technique, et bien on est capable de reproduire la croissance. La condition qu'ils vont mettre, c'est qu'il faut investir, faire des investissements particuliers. Euh, donc, il y a des différences entre la théorie de la croissance endogène, après les années 80, et exogène, ce que je vous avais expliqué jusqu'à maintenant. Dans la croissance exogène qu'on a vue, le capital, il fallait l'entendre au sens strict du capital physique fixe. Et le progrès technique était tombé du ciel, ce qui aboutissait à long terme à une croissance nulle. Les théoriciens de la croissance endogène vont dire non, le capital, il faut l'entendre au sens large. On peut parler certes d'un capital physique, les bâtiments, les machines, etc., mais également d'un capital humain, d'un capital technologique et d'un capital public. On va revenir sur ces notions. Et le progrès technique, on va pouvoir le provoquer en investissant dans ces différentes formes de capitaux, ce qui va permettre d'avoir des externalités positives qui vont bénéficier à l'ensemble de l'économie, et on va aboutir à un mécanisme de croissance auto-entretenue. Donc la croissance endogène, ça va être une croissance que vous obtenez en effectuant des investissements spécifiques en capital technologique, humain et public, ce qui va provoquer du progrès technique et aboutir à une croissance auto-entretenue. Regardez le mécanisme. Vous avez, on va partir, allez voilà, de là. Vous investissez dans des capitaux humains, technologiques et publics. Vous allez accumuler ces capitaux-là, donc vous allez améliorer votre productivité globale des facteurs. Vous allez donc avoir de la croissance. Si vous avez de la croissance, vous avez plus de production et plus de revenus. Si vous avez plus de revenus, vous avez plus de moyens pour investir dans ces capitaux-là, et donc la boucle continue sans fin. Commençons par le capital technologique. Le capital technologique, c'est le stock de connaissances, de savoir-faire, les secrets de fabrication, les brevets, le système de partage de connaissances, etc., etc. Donc, on peut accumuler du capital technologique en investissant en recherche et développement. Si vous investissez en recherche et développement, vous avez plus de chances de faire du progrès technique. Donc, vous allez améliorer votre productivité globale des facteurs, donc vous allez avoir de la croissance, donc plus de profits, donc plus de moyens pour investir en recherche et développement. Mais les théoriciens de la croissance endogène considèrent également que si vous investissez en recherche et développement, certes, vous allez faire du progrès technique, mais les innovations que vous allez faire vont se diffuser dans la société. Aujourd'hui, qui est-ce qui peut utiliser un ordinateur ou un smartphone? Tout le monde, et pas uniquement les personnes qui à la base avaient investi là-dedans. Et donc, c'est des externalités positives qui augmentent la productivité globale des facteurs de l'ensemble de l'économie. Et donc, vous avez une accélération de la croissance et le mécanisme va être auto-entretenu. Dans les sujets de bac, ce que vous avez généralement, c'est que vous avez des tableaux comme ça qui vous montrent les dépenses de recherche et développement en pourcent du PIB. Là, il faut bien que vous fassiez le lien, c'est-à-dire bien constater que si vous avez des dépenses en recherche et développement, eh ben, vous avez plus de chances de faire du progrès technique et donc d'améliorer votre productivité globale des facteurs. Il s'agit bien d'accumulation de capital technologique dans la théorie de la croissance endogène. Il y a le même mécanisme pour le capital humain. Le capital humain, c'est l'ensemble de vos connaissances, de vos expériences, de vos savoir-faire qui vous rendent plus productive et qui peuvent être valorisés auprès d'un employeur. Le mécanisme qui lie le capital humain à la croissance, c'est que si jamais vous investissez au niveau de la formation ou de la santé dans un pays, eh ben, le capital humain de votre pays va augmenter, donc sa productivité va augmenter, et vous allez avoir de la croissance, plus de revenus, et donc plus de moyens de faire des dépenses d'éducation. Si vous êtes plus productif, vous allez également rendre les autres autour de vous plus productifs. C'est-à-dire qu'on imagine le capital humain de Zlatan Ibrahimovic dans une équipe de foot. Non seulement il joue bien, mais en plus il rend les autres autour de lui meilleurs. Et donc l'équipe, elle va être largement meilleure que s'il n'était pas là. Et donc c'est une externalité positive et on peut faire le même mécanisme. Si vous maîtrisez des nouvelles technologies, vous allez pouvoir partager ça avec d'autres et les rendre plus productifs, ce qui va provoquer de la croissance. Dernier point, le capital public, c'est-à-dire, c'est pas toutes les dépenses publiques, mais certains types de dépenses publiques liées aux infrastructures, aux dépenses d'éducation, de recherche et développement. Et ben, si l'État effectue ces dépenses-là, ça va augmenter la rentabilité des investissements privés.
C'est-à-dire que, par exemple, si l'État fait des dépenses d'éducation, il va rendre chaque personne qui fait des études plus productive quand il sera embauché après par une entreprise privée. Et donc, ça va bien améliorer la PGF, donc la croissance. Les recettes de l'État vont augmenter parce que si vous avez de la croissance, plus de production, donc plus de recettes. Et donc, l'État va avoir plus de moyens d'investir en capital public. Donc, on résume. On voit bien que notre croissance endogène-exogène, on a un sens plus large de la notion de capital. Et en investissant dans ces différentes formes de capital, vous allez provoquer des externalités positives qui aboutissent à une croissance auto-entretenue. C'était la théorie de la croissance endogène qui nous permet au final d'expliquer l'origine du progrès technique. Il ne tombe plus du ciel. On explique donc entièrement la croissance. C'est un mécanisme endogène et donc on est capable de reproduire grâce à des politiques économiques adaptées. Dernier point de ce chapitre. Dernier point de ce chapitre, c'est qu'il y a aussi une part de la croissance qui est liée aux institutions d'un pays et à ses droits de propriété. Les droits de propriété, c'est le fait que quand vous pouvez posséder quelque chose et en faire ce que vous voulez, l'échanger, le vendre, etc., etc. Les types de droits de propriété, par exemple, ça va être des actions sur une entreprise ou bien un brevet sur une innovation. Une institution, c'est quelque chose de plus large, c'est l'ensemble des pouvoirs publics, mais également des organisations, des normes, des manières de se comporter, etc., etc. C'est plus généralement les cadres administratifs, politiques et juridiques qui vont déterminer les règles et les comportements des agents économiques. Eh ben, ça a un impact sur la croissance. En effet, si vous avez de bonnes institutions, entre guillemets, ça va favoriser la croissance. La manière le plus simple de le voir, c'est grâce au brevet. Un brevet, je vous rappelle, c'est si vous avez faites une innovation, vous pouvez la protéger et la rendre publique en même temps. Ça vous donne un monopole temporaire et ça va protéger votre innovation par rapport, si quelqu'un la copie, vous allez pouvoir faire un procès et voilà, éviter qu'on vous vole votre innovation. Donc si jamais vous avez des brevets, vous êtes incité à innover pour avoir ces monopoles temporaires. Et donc ça va favoriser l'innovation, ce qui va être source de croissance parce que c'est du progrès technique, ça augmente la PGF, donc on a plus de croissance. Les institutions, elles ont aussi un impact sur la croissance. La sécurité sociale, ça atténue l'effet des crises économiques quand il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage. La Banque centrale, pareil, c'est une institution qui gère la politique monétaire et une politique monétaire expansive. Quand vous baissez les taux d'intérêt, ça favorise l'investissement des entreprises et donc la croissance. Enfin, vous avez également des autorités de contrôle des marchés qui permettent d'éviter les fraudes, les monopoles et qui permettent le bon fonctionnement des marchés et donc la croissance. Au contraire, si vous avez de mauvaises institutions, ça freine la croissance. La corruption, ça affaiblit votre croissance. Des institutions qui fonctionnent mal, ça va faire que vous allez être plus vulnérable face aux crises économiques. Si vous n'avez pas de droit de propriété, pas de brevet, vous n'êtes pas incité à produire, à échanger, à innover. Voilà ce qu'on pouvait voir sur ce chapitre. Donc, les sujets de bac que vous pouvez avoir, par exemple, euh, en EC3, montrer que le progrès technique est facteur de croissance. Voilà, le progrès technique, non seulement ça explique la croissance intensive, donc la part du résidu qui était inexpliquée auparavant par la croissance extensive, et puis d'autre part, le progrès technique, il peut être favorisé par l'accumulation de capital humain, technologique ou public, c'est la croissance endogène, donc c'est doublement facteur de croissance. En dissertation, les facteurs de travail et capital sont-ils les seules sources de croissance économique? Grand 1, oui, c'est une source de croissance économique. Grand 2, non, ce n'est pas les seuls. Attention, vous pouvez faire une troisième partie en disant que si jamais on entend le capital au sens large, c'est-à-dire capital humain, capital public, capital technologique, alors à ce moment-là, l'accumulation de capital au sens large est source de productivité globale des facteurs, et donc à ce moment-là, oui, le facteur travail et capital sont source de croissance économique. Voilà, je ne vous dirai pas le reste, mais en tout cas, c'est toujours le même mécanisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions. Les prochaines vidéos arrivent bientôt. Bon courage pour vos révisions.